Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonsoir, bienvenue ce soir sur Pépitor. On a un nouvel intervenant de poids ce soir, c'est Sacha Pouget. Bonsoir Sacha. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te voir parce que la communauté qu'on a est très très axée small caps et qui dit small caps dit biotech. Donc on rappelle que tu es le spécialiste biotech au niveau français, hein. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé sur les biotech en France et dans le monde, mais surtout en France durant cette année 2020. Comme je disais hors antenne, on s'est aperçu que il y avait tu me diras si je dis une bêtise, hein, qu'il y avait un crack latent sur les small et sur les biotech de 2018 jusqu'à fin 2019 et d'un seul coup c'est reparti. Oui, je confirme, hein. Ouais. Je confirme ton observation et ton analyse. C'est vrai disons qu'on a connu de belles années sur les biotech, enfin, sur les 10 dernières années, il y a eu de belles années, mais il y a eu aussi on va dire, des parcours qui ont été compliqués. Mhm. Je reviens sur les belles années qui ont été véritablement 2012, 2013, 2014 et 2015. Mhm. On a constaté vraiment des réussites sur les programmes cliniques, on a vu aussi des IPO qui étaient des succès, on a vu des fonds d'investissement, notamment américains, qui s'intéressaient au secteur. Et donc tout ça a produit vraiment des hausses très significatives avec un secteur qui a beaucoup progressé en nombre, mais aussi en performance. Donc sur cette période 2010-2015. Et puis entre 2015 et 2019, alors là, ça a Mhm. été beaucoup plus compliqué puisque ça a été l'inverse. On a connu des échecs en clinique. On a vu des sociétés qui étaient introduites trop tôt en bourse. On a eu aussi des généralistes, je parle des fonds d'investissement, qui se sont un peu détournés du secteur. Et donc ça a été vraiment 4 années compliquées, 2016, Mhm. 2017, 2018, 2019. Un peu dans la lignée, possiblement, hein, c'est ce que tu disais aussi lors de ton observation, un peu sur les small et mid cap, hein, où il y a eu des reflux, on va dire. Mhm. Mais depuis, on va dire à la fin de 2019, j'en conviens, on a Mhm. totalement un changement de paradigme qui s'est opéré, et c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une bulle sur les biotech début des années 2010 où tu trouvais que les hausses étaient justifiées en fait? Voilà. Alors disons qu'il y a eu des exagérations. Entre 2010 et 2014, il y a eu des titres, les anciennes stars de la bourse, hein, en biotech, à savoir DBV, Genfit, Inat, Selectis, pour ne citer qu'elles, étaient vraiment recherchés par les investisseurs, mais il y avait aussi beaucoup d'attentes. Mhm. Et c'est là où, en biotech, le retour de manivelle peut être très important, c'est lorsqu'il y a une différence entre les attentes et puis ce que la société va pouvoir délivrer. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes, mais que les sociétés derrière ont déçu, soit avec des retards dans leur développement, soit avec des mauvais choix stratégiques, ou alors tout simplement des échecs en clinique, ou alors des partenariats qui n'étaient pas signés. Donc il y a Mhm. eu plusieurs problèmes, entre guillemets, qui sont apparus. Mais aujourd'hui, au moment où l'on parle, Denis, force est de constater qu'on a eu un bouleversement cette année, puisque tous les titres que les anciennes stars de la Bourse de Paris, on va dire, ont beaucoup déçu. Mais à l'inverse, on a eu deux nouveaux dossiers qui ont fait leur apparition. Et je Mhm. pense qu'il y a pour les prochaines années, alors, au-delà de ce bouleversement et de ce chamboulement au sein de la hiérarchie des plus grosses biotech françaises, je pense qu'il y aura aussi des sociétés qui vont nous étonner en France
mais aussi plus globalement en Europe. D'accord. Parce que toi, tu es spécialiste biotech, pas seulement France, hein. Tu es France, Europe, tu suis le Nasdaq aussi Oui, ou- oui, oui, tout à fait. Alors, bon, c'est mon métier, donc d'une certaine manière, Mhm. heureusement que je fais ça. Voilà. Mhm. Après, c'est très compliqué parce que maintenant, on a plus de 1000 sociétés qui sont biotech, qui sont cotées dans le monde. Je m'intéresse aussi maintenant de plus en plus à l'Asie parce que c'est un continent qui émerge maintenant depuis quelques années et ils n'ont rien à envier à certaines biotech américaines parce que maintenant ils sont en pleine capacité de lever beaucoup d'argent et aussi avec des sociétés qui ont des profils, on va dire, au niveau de leur personnel de haut calibre et avec des technologies Mhm. vraiment ultra disruptives. Donc oui, pour répondre à ta question, Ouais. je regarde aussi les États-Unis parce que c'est là-bas aussi où on va dire le tempo Mhm. vient et puis c'est toujours intéressant aussi de faire ce qu'on appelle, alors un terme technique, mais c'est ce qu'on appelle les read-across. Lorsqu'on a une société qui développe un programme en clinique pour une indication, c'est toujours intéressant, on va dire, de regarder ce que fait la compétition. Et ça, c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle donc les read-across, Ouais. qui sont justement à essayer de voir un peu jauger par rapport à ce qu'il peut y avoir, qui peut être développé D'accord. ailleurs, plutôt que de regarder uniquement le programme qui est développé par la société. Donc D'accord. c'est toujours intéressant de comparer. Donc oui, je regarde à 360 degrés, c'est ça. Ok. Et les Asiatiques, donc la légende des Asiatiques ou des Chinois qui disent on dit que ce sont des copieurs, en fait, tu es en train de nous dire que il y a quand même de la matière grise là-bas et qu'ils arrivent à développer de nouvelles molécules, de nouveaux. Ouais. Ah, tout à fait, je confirme. Et pour avoir rencontré le management de certaines biotech chinoises, par exemple, j'en ai rencontré aussi des japonaises, elles n'ont rien à envier véritablement, pour le coup. Elles n'ont rien à envier Ouais. à des biotech américaines bien établies depuis de nombreuses années. Euh, Maintenant, elles ont accès au financement très facilement en bourse. Elles peuvent lever des centaines de millions de dollars, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore de ça 5 ans. Donc, ce sont des compétiteurs aguerris qui ont fait leur classe aussi dans les grands groupes internationaux de type Novartis, Merck, Bristol Myers Squibb ou que sais-je, et qui sont revenus au pays avec des idées. Et ce ne sont pas des copieurs, je te le garantis, Mhm. ce sont véritablement des innovateurs. Et je pense que l'Europe devrait avoir raison d'avoir peur de ces gens-là qui sont totalement aguerris et affûtés pour Mhm. réussir dans ce domaine. Donc il faut vraiment ne pas se laisser distancer, c'est très important. D'accord. Donc revenons un peu au sujet d'aujourd'hui, qui est un débrief sur les biotech 2020. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors cette année 2020? Il y a des noms, il y en a certaines qui ont super fort performé, d'autres qui ont déçu. Tout d'abord, globalement, pourquoi on a l'impression que ça a monté? Pourquoi tu peux avoir t'as une explication globale euh, ou Ouais, c'est boîte par boîte en fait? alors, alors c'est global en fait, Ouais. pour être très clair, c'est global, c'est pas uniquement la France, c'est pas uniquement l'Europe. On voit aux États-Unis et en Asie, on a des hausses similaires à l'Europe, qui est des hausses moyennes de l'ordre de 60% cette année. Mhm. Donc c'est pas un phénomène entre guillemets franco-français. Le fait d'assister à véritablement de belles hausses sur le secteur. Pourquoi? Eh bien, pour différentes raisons, hein. Disons que les indices sont bien orientés, en tout cas aux États-Unis, qu'il y a beaucoup d'appétit pour le risque en ce moment sur les actions, que les small et mid caps ont été recherchés également, et que le secteur, on va dire, lié au fait qu'il y ait une pandémie, il ne faut pas Mhm. l'oublier, eh ben, a été recherché également parce que c'est ce secteur qui est à même, on va dire, de pouvoir apporter des réponses à cette crise sanitaire. Et donc, on a pu constater, mais c'est un phénomène global, de fortes hausses au niveau des volumes, et puis aussi des, de l'intérêt de Mhm. la part des fonds d'investissement. Et Mhm. ce qui fait que, par exemple, en Europe, pour ne prendre que l'Europe, il y a 5 pays qui progressent de plus de 50% en moyenne. Donc D'accord. en 2020, je parle. Donc on retrouve la Norvège qui progresse de près de 200% quand même, mais bon, ils ont que 5 biotech qui sont cotées. Mhm. La France arrive deuxième, faut le savoir, en Europe. Donc les 38 biotech françaises, eh bien, elles
progresse en moyenne de 90%, ce qui est quand même ultra significatif. Aux Pays-Bas, ça progresse de 75% environ. Au Royaume-Uni, de 70% environ. Et la Suède, de 55% environ. Donc, tout ça pour dire que ça a été un... Voilà. Et aux États-Unis, alors là aussi, parce que c'est eux qui Mhm. donnent le tempo, aux États-Unis, on est sur le Nasdaq Biotech en hausse de 25% depuis le début de l'année. Et si on prend un indice beaucoup plus large, mais qui est, on va dire, plus sur les small et mid cap, à savoir le S&P Biotech, dont le ticker est XBI, eh bien, il prend 55% au moment où Mhm. je parle. Donc, euh, voilà, ça a été un secteur très recherché euh, partout dans le monde, pas uniquement en Mhm. France. Ce qui est très positif pour le secteur, et ça, sachant qu'on est sur des sociétés biotech qui sont souvent, qui crament beaucoup d'argent, hein, elles ont Mhm. un cash burn élevé, donc elles sont obligées de se refinancer par des augmentations de capital ou par de la dette, ou alors par des signatures de partenariat, mais elles consomment beaucoup de cash, donc c'est important pour elles d'évoluer dans un bon environnement, parce qu'elles seront en capacité, dans ce cas-là, de pouvoir lever de l'argent et de se refinancer à de bonnes conditions. C'est ce qu'on a observé en France. Et ça, c'est très salvateur. C'est qu'en 2020, par exemple, on a eu, sur uniquement les biotech françaises cotées, 1,3 milliard d'euros qui ont été levés. Mhm. C'est du jamais vu. Et c'est très positif pour le secteur, parce que ça va pouvoir les amener à pouvoir développer leur programme sereinement et leur ajouter de la visibilité de manière à ce qu'elles puissent étendre leur pipeline et avoir plusieurs programmes de développement. Et ça, c'est très, très, très important. On, donc, 1,3 milliard d'euros levés sur les 38 biotech en France. Comme point de comparaison, par exemple, le précédent plus haut, c'était 2015, et c'était environ 1 milliard d'euros. Mhm. Donc là, c'est quand même très significatif. Ce qui est arrivé cette année en France. On a eu deux IPO aussi, celle au Nasdaq, celle de Inventiva et celle de Nanobiotics, qui ont chacune levé pas loin de 100 millions de dollars. Donc, et ça s'est plutôt bien passé, on va dire, au moment où on enregistre cette vidéo, même si il y a eu des... Enfin, pour d'autres sociétés par le passé, c'était plus Mhm. compliqué. Euh, mais comme quoi, voilà, on a de la belle science qui intéresse aussi les Américains, sinon Inventiva et Nanobiotics ne seraient pas cotés là-bas aux États-Unis. On a appris aussi dernièrement que Valneva avait l'autorisation de ses actionnaires pour tenter de mener une IPO au Nasdaq. Donc, si Valneva se fait coter l'an prochain, en 2021, au Nasdaq, on aura pas loin on aura 8 biotech françaises qui sont Mhm. cotées là-bas, soit en grosso modo, hein, une sur quatre en Ouais. France, ce qui est quand même assez significatif. Ouais. Quand tu parles de biotech, tu comptes les boîtes de diagnostic à l'intérieur ou tu les sors dans ces 38? Alors, bon, moi, je pars du principe qu'on peut les intégrer, mais Mhm. après, bon, moi, c'est ce que j'ai intégré. Mhm. Avec, avec Euronext, nous travaillons au baromètre biotech 2 fois par an, qui vise à faire un état des lieux et un tour d'horizon sur tout ce qui s'est passé en termes de volumétrie, en termes de market cap, donc de Mhm. valorisation, en termes de levée de fonds, en termes de performance, en termes de news flow, etc. Donc, on fait un tour d'horizon chaque année avec Euronext sur un périmètre de sociétés qui intègre les sociétés qui évoluent dans le thérapeutique, donc développer des programmes pour traiter des maladies, mais aussi on a intégré les sociétés de diagnostic. Donc c'est un parti pris de mon côté de dire Mhm. que, sachant qu'elles évoluent dans la science du vivant et que les diagnostics en font partie, eh bien j'ai intégré, oui. Donc il D'accord. y en a 8 pour être très précis en France. Il y a 8 sociétés de diagnostic, dont Novacite, qui a été la plus grosse progression de la bourse de Paris, tout confondu en 2020. Enfin, Novacite, elle est moitié... Elle est presque pas française, quoi. C'est la partie qui développe le, le test, tu me diras si j'ai des bêtises, hein. Le test du Covid est basé en Angleterre, c'est Primer Design, non? Parce que Novacite, Ouais, c'est alors plusieurs boîtes, en fait, hein. C'est ça, si je dis pas de voilà, c'est bêtises. plusieurs bases. Mais à l'initiative de cette société, il y avait un Français quand même. Il Ouais. y avait un Français. Bon, elle est cotée sur Euronext. Après, j'en conviens, ils ont aussi des unités de production en Angleterre. Donc, bon, ça,
sa géométrie variable, est-ce qu'on la Mhm. considère comme étant française ou anglaise? Bon, ça, en tout cas, ils sont cotés sur Paris. Mhm. Et bon nombre d'investisseurs ont pu profiter de Ouais. cette hausse incroyable en Mhm. France, donc on va que s'en féliciter, j'ai envie de dire. Ouais. On parle tu nous parlais d'investissement. Normalement, les traders ou les spéculateurs aiment pas trop les investissements parce que normalement, ça se fait sous forme d'ACA ou d'OCA ou tout ça. C'est bien ou c'est pas bien ces augmentations de capital ou ces obligations est-ce que c'est vraiment nécessaire et enfin c'est bien géré si c'est bien géré, je pense que c'est bien, non Alors, ouais, voilà. Ouais. Alors, effectivement, le nerf de la guerre dans ce monde-là, dans la biotechnologie, c'est évidemment le financement. Et l'accès au financement n'est pas toujours évident, notamment pour les petites structures, les toutes petites sociétés. Donc, certaines font appel à ce qu'on appelle des equity lines, ou alors ce qu'on appelle en français des lignes de financement, avec des obligations convertibles, donc des obligations qui vont être converties en titres, qui peuvent peser sur le cours de bourse. Mais euh, en même temps, c'est une bonne solution pour certaines sociétés qui, comme je Mhm. le disais, n'ont pas accès à ce type de financement. Alors, ce qui peut être intéressant quand même de noter, c'est que par définition, on a beaucoup de sociétés en France qui font appel à ce type de mécanisme, donc que ce soit les obligations convertibles ou les equity lines. Il faut savoir que par exemple en 2020, on a eu 33 opérations de ce type-là. 33 opérations en France sur les 38 biotech avec des equity lines. C'est 50% de plus qu'en 2019, par exemple, où on n'en avait que 22, pour être très précis. Euh, Ça a permis de lever à nos biotech quand même 465 millions d'euros cette année. Mhm. Ce type de mécanisme, donc c'est quand même significatif. C'est quand même 35% de tout ce qui a été levé en France sur les biotech. Et on voit une évolution phénoménale de ce type de véhicule et d'opération, puisque, bah, par exemple, en 2018, Denis, il y avait seulement pour 84 millions d'euros. Euh, donc là, c'est multiplié par 5 en Mhm. l'espace de 10 ans. Et pourquoi? Alors ça, c'est une autre question, et je pense qu'il faut y répondre. C'est que malheureusement, en France, on a une véritable carence de fonds d'investissement qui peuvent être à même d'investir sur des sociétés parce que ce qui nous manque, c'est véritablement des fonds dédiés, des fonds spécialisés qui peuvent comprendre déjà les problématiques de ces sociétés et investir, Mhm. notamment par le biais d'augmentation de capital. Donc, c'est cette carence qui fait que aussi de nombreuses sociétés n'ont pour autre alternative que d'aller notamment sur les OCAPSA, tout ce qu'on appelle les Mhm. océanes, les equity lines, etc. Donc, Nous, on appelle ça l'essoreuse, en fait. L'essoreuse à petit porteur, ça. Parce que ouais, alors ça bon, fait du papier, ouais. Et oui, pourtant, ça il dépend, n'a pas le choix, ça hein, ouais. dépend des dossiers, Denis, parce que il y a des sociétés qui arrivent à bien manœuvrer avec ce type d'opération, hein. Notamment lorsqu'elles ont des choses à dire. Et moi, mon parti pris, c'est que, en fait, alors, j'ai deux partis pris avec les OCAPSA, les Equity Line. Mhm. Euh, le premier, c'est que je pense que ça ne doit être utilisé et utilisable que sur une période de temps donnée, mais assez restreinte. Par exemple, pour un bridge, ce qu'on appelle un bridge, c'est faire la jonction entre je viens de recruter mon premier patient, admettons, pour un essai clinique, et le release des data, donc la publication des résultats, qui va me prendre possiblement 9-12 mois. Et là, on va dire, ça peut Ouais. occasionner bien un petit Il y a du cash burn, ouais. désert de news flow et donc un cours qui peut possiblement végéter. Donc, pour cette jonction, sur un an, on va dire, par contre, j'ai du mal avec les sociétés qui le font de manière récurrente, parce que là, Mhm. ça devient, entre guillemets, de moins en moins sérieux, parce que c'est la démonstration qu'ils n'arrivent pas à lever dans des conditions qui sont, on va dire, normales, c'est-à-dire Mhm. soit par des augmentations de capital au placement privé, avec des fonds d'investissement qui vont intervenir, soit par des augmentations de capital qui vont être classiques et ouvertes à la souscription pour tout le monde. Et là où j'ai aussi du mal, c'est pour des sociétés qui ne vont finalement rien dire pendant de nombreux mois. Et après, on aura la double peine parce que non seulement la société ne faisant pas d'annonce au marché va peiner puisqu'elle n'intéressera personne, voilà, et le Mhm. flow sera, on va dire, totalement flat, donc
peu de bandes passantes, elles sont peu audibles. Et en même temps, eh bien, dans ce cas-là, on va dire, on peut s'asseoir sur des hausses parce qu'elles ne vont pas étonner le marché, elles ne vont pas le surprendre, et puis le marché va s'en détourner. Et en plus, vu que les obligations seront converties, ça va caper le cours, et donc ça va peser. Et donc, comme tu le disais, ça peut être aussi néfaste pour le cours de certaines sociétés qui n'ont rien à dire, parce que bah, ce mécanisme-là ne fonctionne que s'il y a de la demande en face. Et si la société ne dit rien ou si on voit qu'elle n'avance pas, disons qu'elle ne peut pas intéresser le marché, donc personne ne va se mettre en face en contrepartie. Ok. Et c'est là où ça va peser. Et c'est mieux de rien dire ou faire des fausses annonces euh, pour faire monter le cours en fait, pour pouvoir passer des OK ou pouvoir faire passer du papier en fait. Donc, à t'entendre, on pourrait sous-entendre qu'en fait, il faut que ces biotech doivent communiquer en fait pour pouvoir que le cours monte et peut-être pouvoir placer du papier, quoi. C'est peut-être un peu vicieux, enfin, je sais pas, obligé de communiquer pour faire monter le cours. Ah, bah, d'une certaine manière, ce qui me fait le plus peur, ce sont en tout cas les sociétés qui ne communiquent pas. Parce Ouais. que là, on peut se poser véritablement des questions. Ensuite, communiquer pour communiquer, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que il faut être quand même très vigilant avec le management de certaines sociétés qui vont peut-être utiliser, on va dire, l'arme de la communication, mais pas à bon escient. Il faut savoir trier tout ça parce que, bon, certaines, comme tu le signifies, comme tu le soulignes, peuvent être amenés à communiquer, entre guillemets, juste pour agiter le chiffon, dire qu'elles sont là, et puis ensuite faire des opérations de refinancement derrière. Mhm. Bon, c'est ce qui s'est passé pour certaines sociétés lors des années précédentes. Maintenant, le marché est hyper sélectif et Mhm. très, enfin, très rigoureux dans la Mhm. sélection des sociétés qui communiquent pour ne rien dire, finalement. Donc, il y en a certaines qui peuvent être amenées à continuer à le faire, mais on va dire c'est beaucoup moins que lors Mhm. des années précédentes. Donc, on peut que s'en réjouir. Il y a des sociétés comme par exemple Valneva qui communiquent jamais, par contre qui sortent des super résultats. Et on peut voir que le cours n'est pas ne rebondit pas aussi spectaculairement que d'autres sociétés qui communiquent plus et qui ont moins de résultats. Alors, voilà, c'est une société, on va dire, qui monte par à-coups et qui a un véritable savoir-faire pour le Ouais. coup, moi je trouve, depuis de nombreuses années. C'est un management qui est sérieux, qui a su délivrer aussi. À savoir qu'ils ont bossé quand même avec des gens comme GSK, etc. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils ne sont pas réinventés du jour au lendemain. C'est vraiment des spécialistes du vaccin, hein, à la base, Valneva. Ils sont totalement légitimes avec leur approche. Et donc, oui, la société est vraiment ce que moi j'appellerais low profile. C'est vraiment une société qui ne va pas chercher à faire énormément de bruit. Par contre, ils vont faire les choses sérieusement et ils vont dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. Et ça, Mhm. moi, j'applaudis parce que c'est comme ça que toute société devrait fonctionner. Il y a vraiment de l'intelligence, du savoir-faire, des brevets, des partenariats, du cash, des unités de production. Enfin, vraiment, c'est une société, Valneva, qui me semble très complète. Euh, et et c'est vraiment un bon exemple pour la biotech française qui montre qu'on est capable en France véritablement Mhm. de créer des spécialistes reconnus et totalement légitimes dans ce qu'ils font. Donc Valneva est maintenant la troisième plus grosse biotech française. Ah ouais. Ouais, tant mieux pour... Et ça ne m'étonne pas, quoi. Ça ne C'était pas m'étonne la pas. deuxième plus grosse levée de fonds pour une biotech française durant ce dernier trimestre là. Je crois que c'était la plus grosse levée de fonds faite en France. Je crois que c'était Inat Pharma. Et je crois que c'était Euh, la deuxième plus grosse là, si je dis pas de bêtises. Bah, alors, Valneva, il faut savoir, Mhm. ils ont quand même signé un partenariat en début d'année. C'était le 30 avril dernier. Ils ont signé avec Pfizer. Ouais, voilà, début d'année. Excuse-moi, je me trompe. Oui. Mhm. Et ça, c'était un partenariat où ils avaient touché 130 millions de dollars de front, ce qui est ultra significatif. Mhm.
Même, je crois que c'est presque du jamais vu. Tu citais Inat Pharma, mais Ouais. c'est vraiment quelque chose de très costaud et en plus pas avec n'importe qui, hein, puisque eh Mhm. bien pour le coup, ils ont signé avec Pfizer. Alors, c'est même plus important que, par exemple, le deal qui était signé entre Inat Pharma et AstraZeneca, qui était de 105 millions d'euros. Ah ouais, je crois que c'était le premier celui-là, donc c'est, ouais, d'accord. C'est Hmm. le deuxième. Mais après, en 2015, il avait signé un partenariat pour 224 millions d'euros. Donc, Ouais. c'est moins important que le premier partenariat avec AstraZeneca. Mais par contre, voilà, depuis 2016, c'est le plus gros Mhm. partenariat de biotech française. D'accord. Si on devait faire, pour revenir sur un résumé de 2020, quels seront les 3, 4 ou 5 tops et les 3, 4 ou 5 flops, en fait, au niveau des sociétés, des Alors, biotech? ouais, les biotech, disons que donc je parlais de bouleversement hein, tout à Ouais. l'heure. Il faut savoir que il y a eu deux gadins cette année, hein, évidemment, ça n'étonnera personne. Donc à savoir DBV et Genfit. Donc DBV, c'était ratatiné C'était après. le timbre qui collait pas. C'est pas DBV qui avait. Ouais, alors ils ont eu des problèmes effectivement Ah, d'adhésion, patch, ouais. et d'adhérence de leur patch. Dans le traitement de l'allergie à l'arachide, Ouais. ce qui a occasionné eh bien, un refus de soumission pour son produit. En tout cas, Mais est-ce que ça il remet en repart. cause la molécule? Parce qu'en fait, c'est le support qui était pas bon, c'est pas la molécule ou. Oui, non, ça c'est ce on peut appeler, c'est du manufacturing, quoi. Mhm. Donc c'est quelque chose qui peut être réglé de manière industrielle, mais qui ne doit pas remettre en cause Mhm. l'efficacité du patch. Mhm. C'était quelque chose, par contre, qui était évitable. Voilà, Mhm. soyons clairs. Donc, c'était quelque chose pour lequel, en tout cas, Ouais. DBV était mal préparé. C'est comme Et si tu donc, te fais recaler un examen à cause d'une faute d'orthographe, quoi. ah, oh, là, quand même, ça peut pas arriver dans des dossiers de soumission pour les agences réglementaires, quoi. Ouais. Donc, après, c'est pas quelque chose qui était généralisé, soyons clairs. Mhm. Euh, mais voilà, il y a eu peut-être trop de surconfiance, on va Mhm. dire. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Donc, la société a perdu 680 millions d'euros de valorisation hein, cette année par rapport à l'année précédente. Il faut savoir qu'en 2019, la société avait pris 604 millions d'euros de Ouais. valorisation. Donc, Tout grosso modo, reperdu ils alors. perdent ce qu'ils avaient gagné l'an passé. Et Pour Genfit, ils ont une deuxième pardon. chance, ils ont une deuxième chance de présenter leurs produits ou comment ça se passe? Ah oui, oui, pour Mhm. moi, tout n'est pas figé, hein, loin de là, dans le secteur. Et puis, Ouais. ils ont du cash, ils ont Ouais. vraiment du cash. Donc, Ouais. je suis pas très soucieux, sauf que ça va décaler encore, voilà, pour de nombreux mois, voire des années, la mise sur le marché. Ce qui veut Et dire c'est cash burn, ce qui veut dire peut-être augmentation de capital, ou peut-être nouveaux partenaires, ou peut-être du papier sur le marché encore, ou c'est ça peut-être non que les investisseurs n'ont pas aimé. la société a lancé un plan, hein, un plan de restructuration. Donc, ils vont s'adapter. Après, est-ce que le cash qu'ils ont levé en début d'année Mhm. va suffire pour mener à bien leur programme jusqu'à l'autorisation et la mise sur le marché? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. D'autant plus qu'ils ont un concurrent qui s'appelle Aimun, qui s'est fait croquer d'ailleurs depuis par Nestlé, il me semble. Et Mhm. donc maintenant, eux, le concurrent américain est sur le marché, ce qui n'est pas le cas de DBV. Euh, Parce qu'une phase 3, il faut montrer que ça marche et il faut faire mieux qu'un concurrent, non? C'est ça? Alors, en termes d'efficacité, en fait, il faut remplir les critères. Et donc là, le Mhm. critère de DBV, alors il l'avait loupé de peu, c'était lycée. Et sur ce critère-là, ils avaient loupé en 2018 déjà la phase 3. Donc, Mhm.
voilà, c'était pas crystal clear, comme on dit, c'était pas Mhm. très propre comme essai, mais selon moi, ça pouvait quand même justifier que la FDA soit d'accord pour accepter la demande de soumission d'approbation. Mhm. Après, on a découvert qu'il y avait des problèmes avec Mhm. l'adhésion et l'adhérence du patch. Euh, mais donc, ils ont un produit, c'est juste qu'ils ont mal Mhm. délivré, malheureusement, et que là, c'est pour le coup, selon moi, un problème d'exécution. Et ça arrive un peu trop souvent, malheureusement, en France. C'est une grosse erreur professionnelle, ça en plus, hein. Je ne sais pas comment on Ouais. pourrait la qualifier, mais en tout cas, c'était évitable. Voilà. Ouais. Et moi, les erreurs évitables, enfin, quand il y a des erreurs et que c'était évitable, c'est d'autant plus frustrant, Ouais. barbant, et on peut. Enfin, voilà, Mhm. c'est dommage. C'est dommage. Ensuite, on a eu alors, Genfit, hein, je mettrais Genfit en numéro un ou numéro 2 en termes de, Mhm. on va dire, de déception. Hein. Il y avait beaucoup d'attentes et tout le marché. Enfin, quand je discutais, moi, avec les directeurs de sociétés de biotech cotées, ils me disaient pourvu que Genfit passe, pourvu que Mhm. Genfit passe. Bah, il s'avère que phase Et 3, pourquoi ils c'est voulaient raté. passer? Parce que le fait qu'une biotech française passe, ça aurait tiré toutes les autres biotech françaises. Il y aurait eu un effet d'appel d'air ou. Bah, soyons clairs, on aurait pu tout imaginer si c'était passé, hein, un rachat ou Mhm. véritablement quelque chose de très significatif pour la société. Donc ça aurait pu changer véritablement la perception parce que, Denis, de toi à moi, ce qui manque beaucoup à ce secteur en France, malheureusement, ce sont les rachats. Parce que les rachats, ce sont la meilleure preuve, Mhm. eh bien, la meilleure démonstration que la science est véritablement attrayante, que l'équipe de management a su bien mener sa barque, et que voilà, le pipeline est intéressant, etc. Et donc, c'est la validation d'une bonne science. On en a eu très peu ces dernières années. Mhm. Depuis 2018, on en a eu deux quand même, Mhm. mais à des prix, mais enfin voilà, ridicules. Mhm. Je parle C'était qui de TXL. Ouais. TXL en 2018, mais genre pour enfin, moins de 50 millions d'euros. Hein. Mhm. Et tu as eu Genkyotex cette année, Ah oui, c'est vrai. Ouais. cet été. Pareil, bon, c'était pour moins de 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est peanuts, c'est rien du tout, c'est pas significatif. Ce qui nous manque, et là, malheureusement, Genfit ce sera pas le cas pour eux, ce qui nous manque, c'est véritablement des rachats à plusieurs centaines de millions d'euros. Ouais. C'est ce que disait David Renan, enfin si je dis pas de bêtises, c'est que Genfit avait forcé une phase 3 alors que la phase 2 était déjà pas top top top, non? C'est pas ça? C'était Oui, alors presque sur leur prévisible phase en fait, 2B, c'était ils avaient un peu forcé, hein? Non? oui, alors bon, ils avaient fait ce qu'on appelle un retraitement statistique pour mettre en exergue le fait que leur composé pouvait fonctionner. Alors, ce qui s'est passé aussi quand même, hein, c'est que les critères d'efficacité ont évolué entre la phase 2 de Genfit et la phase 3. Donc, c'était pas exactement pareil. Mhm. Mais bon, rien à leur décharge. Hein. Ils Mhm. ont malheureusement échoué. Ils avaient pris aussi beaucoup de dettes. Et c'est ce qui les met dans une situation compliquée, même si dernièrement on a appris qu'ils avaient un petit peu revu tout ça au niveau de la dette, qu'ils allaient la rééchelonner, la rembourser en partie. Ça règle pas le problème Genfit hein, sur Mhm. la durée. Ils ont une phase 3 en PBC, mais dont les résultats vont être tardifs d'ici plusieurs mois. Et c'est pas un gros marché, la PBC. Mhm. Donc, voilà, Genfit, grosse déception. Et il y avait malheureusement beaucoup de petits porteurs qui ont été Ah ouais. pris au piège. Et c'est ça aussi qui est un peu dommageable dans toute cette histoire. Mhm. Donc, et INAT a été un dossier aussi qui a beaucoup déçu. Et c'était un des top 3 vraiment de l'année précédente, hein, puisqu'il faut savoir que INAT était une des plus grosses biotech françaises. On parlait d'AstraZeneca, auparavant ils avaient signé avec BMS. Enfin, vraiment, il y avait un savoir-faire chez cette société. Malheureusement, ils ont déçu. C'est-à-dire qu'il y a eu deux annonces hein, faites au marché. La première, c'est que bon, il y a eu des milestones. En tout cas, le contrat avec AstraZeneca a été un peu revu. Mhm. Et ils ont rendu les droits de Lumoxiti. Il faudra rappeler le fait que Inat, en fait, selon le fondateur avait vraiment de grosses ambitions hein, sur la société. Mhm. Ils avaient les moyens de leurs ambitions hein, parce qu'ils avaient une technologie. Alors maintenant, il s'avère que
bah, ils sont pas seuls sur le terrain. Ils avaient un coup d'avance il y a 5 ans. Maintenant, c'est plus trop le cas. L'immunité innée, on va dire, c'est très recherché. Il y a des sociétés qui sont très en avance sur cette problématique, sur cette thématique. Et l'autre point, c'est qu'ils ont rendu les droits de leurs produits qu'ils avaient acquis auprès d'AstraZeneca, le Lumoxiti. Et donc, Hervé Brailly, le fondateur, voulait en faire d'une certaine manière une société à but commercial, vraiment, avec Mhm. des visiteurs médicaux, avec une force de frappe commerciale, pour l'Europe en tout cas. Ben, là, c'est un retour en arrière. Donc, on revoit la stratégie et ce qui était prévu à l'initial, eh bien, voilà, on rembobine et on se dit, eh ben, finalement, mauvais plan, on change un peu tout. Mhm. Donc, déception sur une hâte qui était évitable aussi, parce que c'était un point de vue stratégique. Ils auraient pu avoir une bonne vision dès le départ. On se rend compte que depuis l'arrivée du nouveau CEO, malheureusement, le titre a dévissé des 2 tiers. Quasiment 70% depuis fin 2016 avec l'arrivée du nouveau président de la société. La société n'avance pas trop sur ses programmes de développement. Ils sont aussi dans le Covid. On ne voit pas les choses évoluer favorablement. Donc le titre a perdu 200 millions d'euros de valorisation cette année, ce qui est quand même très significatif. Hein. La société ne vaut plus que 270 millions d'euros aujourd'hui. C'est la Elle moitié était... alors, ouais. Mhm. Mhm. Donc là, c'est vraiment dommage. Maintenant, ils sont cotés au Nasdaq depuis l'an passé. On voit peu de choses évoluer chez Inat, malheureusement, alors qu'ils avaient un coup d'avance. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Je finis peut-être avec Poxel. Et Poxel, là, encore une déception. Alors, le management est très bon. Ils ont toujours fait ce qu'ils disaient. Ils ont toujours dit ce qu'ils faisaient. Rien à dire, sauf que ça faisait pas mal de mois qu'on attendait des développements avec leurs partenaires américains. Roivant aux États-Unis, et rien ne se passait, rien n'avançait. Et on a appris que, eh bien, Roivant, leur partenaire pour les États-Unis, pour Imeglimin, dans le diabète, eh bien, rendait les droits du produit qu'ils avaient acquis pour le développer aux États-Unis. Donc, ça a été une douche froide pour les investisseurs. Et le titre perd donc cette année 130 millions d'euros de valorisation et ne vaut plus, entre guillemets, que 188 millions d'euros. Voilà, bon, c'est une société sérieuse. Ils ont vraiment de bons composés, notamment dans la NASH. Je Mhm. pense avec le PXL 70. Donc, ils ont aussi un composé qui est un dérivé de la pioglitazone, qui est vraiment si on arrive à enlever les effets délétères et toxiques de cette molécule, peut être vraiment un game changer Mhm. pour traiter la pathologie. Donc voilà, déception sur Poxel, mais voilà, c'est la Mhm. biotech, peut tout se passer. D'accord. Et les bonnes surprises? À part tous Ah, ceux il y de en a plein pour le moment. diagnostic, Novacite, tout ça. Bah, ouais, il y Ah. en a une nombreuse, hein, Mhm. vraiment de nombreuses sociétés qui ont étonné le marché et qui ont délivré leur plan comme il le fallait. Moi, j'ai beaucoup aimé Osé Immuno, la manière dont ils avaient mené leur barque cette Mhm. année. Pareil, c'est une société un peu à la Valneva d'ailleurs, très low profile et très, on va dire, qui fait pas beaucoup de bruit pour rien. Mhm. C'est des gens qui avancent bien, avec une bonne technologie. Ils ont notamment, alors eux, ce sont des spécialistes à la base sur l'oncologie, l'immuno-oncologie. Et ils ont Mhm. signé plusieurs partenariats avec, alors il y avait Servier à l'époque, il y avait aussi Boehringer Ingelheim. Euh, et ils ont un actif que j'aime beaucoup, qui est un CD47, donc qui est un actif dans l'oncologie. Et ils se sont lancés dans le Covid, alors avec un vaccin Mhm. qui pourrait enfin, qui vise à véritablement vacciner, mais pour tout type de coronavirus. Et à mon sens, c'est la seule société au monde qui fait ça. Donc, possiblement du gros potentiel avec ce programme-là. Et Aussi on pour a une date de sortie du vaccin ou des études ou tout ça? Ou c'est courant 2021 ou alors ce de serait pas bon. 2021, de toute façon, hein, que ce soit d'ailleurs du reste Valneva ou Osé, je pense que ce sera pour fin 2021. Mhm. Ça serait un peu ça la guideline, mais à vérifier, mais c'est ce que j'ai en tête en tout cas. Mhm. D'accord. Quatrième trimestre 2021, grossièrement, c'est ce que ferait Sanofi, hein, par exemple, il faut le savoir. Hein. Donc ils iraient aussi vite que du Sanofi, ce qui est quand même pas mal pour des biotech, on va dire, avec les moyens qu'elles ont. Elles n'ont pas les moyens de Sanofi, donc c'est plutôt un tour de force. Ah la vache, Donc Sanofi a quand même un an de retard par rapport aux Russes, aux Anglais, aux Allemands et aux Américains, quoi.
sur le Ouais. vaccin Covid, hein. Il y a eu beaucoup de retard, effectivement. Ouais. Beaucoup de retard. C'est du quoi? L'argent, décision, d'autres Bah, je pense choses. que c'est évidemment l'argent. Ouais. C'est évidemment l'argent. Ouais. Évidemment. On a les résultats qu'on a avec quand on met peu de moyens, tout simplement. Et ça a été le cas de l'Europe, Mhm. soyons clairs. Et Ouais. donc, les deux vaccins qui arrivent, ils sont américains, hein. Moderna et Pfizer, c'est américain. Alors, OK, il y a BioNTech, une boîte allemande qui a Mhm. aidé, mais c'est uniquement sur la partie adjuvant, Mhm. la partie adjuvant du vaccin de Pfizer. Mais l'Europe a été mais totalement absente. Ouais. Mais totalement absente. Spoutnik, les Russes aussi, ils sont allés vite, hein. Ouais. Bon, moi, j'ai pas vu les résultats publiés des Russes, donc Ouais. je saurais pas trop quoi dire. C'est pas Alors, il faut Vladimir dire, qui a vacciné sa fille ou je sais pas trop quoi. C'était. Ouais. pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Après, ouais. pour moi, il n'y a pas de démonstration Ouais. réelle et sérieuse Hmm. qui pourrait faire croire que euh, ils ont une solution avec ce vaccin. D'accord. Euh, mais le plus dramatique, non, c'est l'Europe qui n'a pas su se Ouais. coordonner. Voilà, soyons clairs. On n'a pas, enfin, c'est un échec politique européen. Hmm. Tout simplement, les Politique, États-Unis carrément, ont ouais. vraiment mis le paquet. Ils ont mis 15 milliards de dollars. Donc, ils ont les résultats avec les moyens qu'ils avaient, tout simplement. On n'a mis aucun moyen pour l'Europe. Aucun. Parce que c'était une On a, volonté politique ou manque de confiance ou c'est mauvaise politique. stratégie, ouais. C'est totalement politique. Mhm. Et là encore, c'est un problème d'investissement. On ne Mhm. peut pas avoir des résultats quand on n'investit pas. Et en gros, moi, là où j'en veux beaucoup à l'Europe, c'est d'avoir totalement baissé les bras et d'avoir compté sur les Américains et les Chinois pour développer des vaccins. Voilà. C'est ça. Mhm. On méritait mieux, nos biotech méritaient mieux. Des plans véritablement d'investissement pour les soutenir, mais à coût de centaines de millions de dollars, d'euros, Mhm. pardon. Ça n'a pas été le cas du tout. Aux États-Unis, ils Mhm. ont mis des chèques. C'était 15 milliards de dollars. Mhm. Et on a vu les résultats. En Europe, je ne connais pas une. Ah si, il y a eu CureVac quand même, qui a été bien aidé, Mhm. avec l'État allemand qui a même pris une participation dans cette société, maintenant qui est coté au Nasdaq. Mais c'était défensif de leur part, parce que Trump voulait des doses pour son pays et que l'Allemagne a répondu en investissant dans cette société, mais c'était défensif, c'était pas, Mhm. on n'a pas eu de politique offensive, voilà, D'accord. malheureusement. Ok. Et donc, on a fait. Donc, tu disais ose ou oser, je sais pas comment on dit, Ouais, on qui va était très dire bon. oser, Ouais. oser Immuno, qui a bien délivré son plan de route, Quantum aussi, qui a dit ce qu'il faisait, Mhm. enfin, qui a, pardon, exécuté le plan qu'ils avaient présenté au marché. Mhm. Donc, ils ont signé pardon, des partenariats avec la Corée, avec La la Grèce. Grèce. Mhm. Ils sont véritablement engagés dans ce qu'on appelle le business development, hein. Donc, clairement, signer des deals. Bon, il pourrait y avoir maintenant de plus gros pays, hein, possiblement. On attend les gros, Tu hein, vois. parce qu'on a que les petits. On a quoi, l'Asie du Sud. On doit avoir le Brésil, le Mexique, la Grèce, de tête, hein. Mais Ouais. on n'a pas la Chine, on n'a pas l'Europe, on n'a pas l'Amérique, quoi. C'est là où vraiment on verra les pépettes, quoi. Bah, voilà, inch by inch, step by step, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, Ils ont aussi la Chine. Bon, disons La Chine, que ouais, ils l'ont vu. Mhm. voilà, ça met du temps, hein. Signer des partenariats, ça met du temps. Euh, Effectivement, on n'a pas eu encore de grands pays, mais peut-être que cela est à venir, peut-être. En Puis tout cas, il y a beaucoup de monde, hein, sur l'hypertension quand même. Ce sera peut-être sur la deuxième partie, la partie cardiaque, où là il y aura vraiment des plus de fonds levés. euh, alors effectivement, ça peut être ce qui peut arriver. Euh, En tout cas, je suis confiant parce que le CEO de la société, Ouais. dans sa vie antérieure, a été en mesure, eh bien, voilà, de- d'exécuter des plans sur le développement
de, de la société. Mhm. Donc voilà, Quantum a fait une bonne progression cette année, puisque leur valorisation progresse, si je ne me trompe pas, de 62 millions d'euros. Mhm. Donc c'est plutôt significatif. La société maintenant vaut 123 millions d'euros. Elle est pas loin du top 15 de français. Mhm. Donc il y a eu un bon news flow quand même pour la société. Et peut-être, enfin, ce sera à suivre pour 2021. Mhm. Ensuite, on a eu aussi Sensorion, dont la valorisation a progressé de 90 millions d'euros. Bon, là, ils ont annoncé une prise de participation d'un Suisse qui a pris, d'un acteur suisse qui a pris 5% de la société. Mhm. Donc, ils sont dans la thérapie génique pour l'oreille interne, je le rappelle. Et voilà, la société, pareil, délivre son plan. Je trouve le management très sérieux. Et puis, de grands fonds d'investissement comme Sofinova ou alors Invus ont aussi pris des participations dans Sensorion. Mhm. Une autre société de thérapie génique qui a bien progressé cette année, c'est Gensight. Ouais. Donc, la valorisation a progressé de 180 millions d'euros cette année. Pareil, management sérieux, ils ont une bonne techno. Et puis, ils sont sur un marché véritablement vierge, avec des résultats qui sont probants hein, sur Mhm. leur phase 3. Il y a vraiment quelque chose. Euh, donc, la société a beaucoup progressé cette année, à juste titre. Sinon, on a aussi Abivax qui a progressé de 120 millions d'euros cette année. Abivax qui a fait une annonce là, tout Mhm. récemment dans la Covid hein, sur son programme qui vise à traiter alors, notamment les cas sévères, hein, tout ce qui est tempête de cytokines notamment et inflammation. Il n'y a pas encore de traitement pour ces aspects-là. Et là, ils ont été donc retenus dans un programme pourra formidablement accélérer le recrutement des patients pour leur étude de phase 2B3 avec, euh, avec ce produit et aussi une mise sur le marché possiblement accélérée. Donc le marché avait bien réagi hein, lors de l'annonce. Mhm. Maintenant, voilà, je trouve que il faudra aussi attendre les prochains résultats. Euh, mais ils ont des bons produits chez Abivax, Mhm. je, je pense. Ok. Donc, voilà. La société prend 120 millions d'euros. On a aussi, je vais pas être trop long sur cette. Mhm. Voilà, je vais pas donner d'avis en même temps, mais on a de belles boîtes qui ont bien progressé hein, cette année. On parlait de Novacite tout à l'heure. Alors, Valo est passé de 10 millions à 660 millions d'euros. Ouais. Eh ben, presque 1 milliard d'euros à une époque, faut le savoir. Euh, Ouais, on a ça. aussi, AB Science, dont la valorisation a pris 650 millions d'euros cette année, hein, ce qui est pas rien. Donc ils ont annoncé de bons résultats avec leur masitinib dans la maladie d'Alzheimer récemment. Le titre est très recherché avec de gros volumes. Bon, c'est rare d'avoir une étude positive en Alzheimer, faut bien le dire. Mhm. La société avait beaucoup déçu les années précédentes, avec notamment des problèmes Et, sur les, ouais. avec les agences. D'accord. Et maintenant, Et Oncodesign, Terra Nexus, tout ça, tu en penses quoi? en co-design, tu as un Nexus. Alors, franchement, j'en pense du bien. Et je pense qu'il peut y avoir de belles choses pour ces sociétés-là Mhm. en 2020. Donc, en 2021, D'accord. excuse-moi. Euh, Pareil, management sérieux. Et puis, on va dire, voilà, ils ont démontré quelque chose. Euh, Il y a vraiment des preuves d'efficacité chez eux. Donc ça sera intéressant de continuer à les suivre, même si parfois, bon, ce sont des titres un peu moins liquides, on va dire. Ouais. Et pour l'année 2021, alors, pour conclure, comment tu vois cette année au niveau global sur les biotech et puis peut-être essayer de sortir une ou deux favoris en termes de performance? Euh, alors, disons que là, je vois qu'aux États-Unis, quand même, ça coince un peu. Il y a 160 sociétés qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars. Mhm. C'est costaud, hein. La plupart ne font aucun chiffre d'affaires, donc
Mhm. C'est peut-être 3 fois plus que ce que ça devrait être, soyons clairs. Alors après, il y a plusieurs raisons qui font ça. Et c'est peut-être ce qui me fait le plus peur, mais en même temps, ce qui me fait ouais, là où j'ai des raisons d'espérer. C'est que il y a eu les banques centrales qui ont beaucoup participé au fait qu'en 2020, on ait une remontada de la part des indices. Et il y a eu cette recherche, cet appétit pour le risque qui a profité donc au small et mid cap et notamment aux biotech. Donc c'est un environnement qui était favorable, euh, d'autant qu'on est dans un phénomène TINA, qui veut dire there is no alternative. Il n'y a Mhm. pas d'alternative aux actions parce que ça paye pas, il n'y a Mhm. pas de rendement ou alors il y a trop de risques. Donc tout le monde s'est jeté sur la classe d'actifs actions, à juste titre, pas, on sait trop rien, mais en tout cas tout le monde veut y être, et on est dans le deuxième acronyme qui est cette fois-ci le FOMO, Mhm. Fear of Missing Out, qui est la peur de Mhm. manquer le train finalement. Et donc tout ça, ça a entretenu un phénomène qui est peut-être pas très rationnel et qui peut faire craindre en 2021 à, on va dire, des ajustements ou en tout cas, voilà, des sanctions si jamais certaines sociétés ne délivrent pas ou alors qu'il y a véritablement des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mhm. Ça, c'est d'un point de vue global. Après, il y a beaucoup de sociétés, j'en parlais tout à l'heure, qui ont levé énormément d'argent. Ce qui est intéressant, c'est lorsque on est valorisé plus d'1 milliard de dollars, on peut lever facilement 100 millions de dollars. Mhm. Et en France, c'est ce qui manque. Au moment où je parle, il y a une seule société qui est valorisée plus d'1 milliard, c'est Selectis. Et elle Mhm. est tout juste valorisée à 1 milliard. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que voilà, il faut absolument, absolument qu'on puisse enfin, avoir des sociétés qui font plus de 500 millions d'euros de valorisation, parce que c'est à partir de là où les pharma vont bouger aussi. Il n'y a aucune pharma, ou c'est très peu, c'est très, 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 très rare. Aucune pharma n'achète des sociétés qui vont faire moins de 500 millions d'euros de valorisation. Ils sont sous le radar, quoi, en fait. Exactement, c'est ça. Alors, à juste titre ou pas, ça, j'en sais rien, Mhm. mais en tout cas, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Il faut arrêter de rêver, les yeux ouverts, à se dire, il y aura Pfizer qui va racheter. Non, Pfizer, il va bouger si ça vaut 500 millions, 1 milliard ou plus. Ils vont pas bouger si c'est la petite micro-cap, ou alors qui vaut. Ouais. Même si ils vont racheter la société 50 millions alors que pour eux, la société vaut 1 milliard, ça n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la biotech. Il y aura d'autres sociétés qui vont être peut-être des sociétés de pharma spécialisées, mais de beaucoup plus petite taille, qui peuvent racheter hein, des sociétés. Ça a été le cas de Genkyotex, qui s'est fait racheter par une petite société. Mhm. Mais en général, moi, pour avoir étudié les phénomènes de fusion-acquisition et je travaille dessus, je peux vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut arrêter de rêver. Dès lors qu'une société vaut moins de 500 millions d'euros, elle n'intéresse pas de pharma. Mhm. Très rare. Euh, donc, par contre, ce que ça veut dire, c'est que les 1,3 milliard levés aussi par tout type de financement en 2020 permettent de sécuriser les besoins de financement pour les années futures pour de nombreuses biotech. Donc, on n'a jamais eu autant d'autonomie financière en France. Enfin, on a eu très rarement, puisqu'on en est à environ 18 mois d'autonomie financière. Et pour certaines, c'est même bien au-delà de Mhm. 2 ans. Hein. D'accord. Donc, voilà, elles ont les moyens de leurs ambitions et c'est ça qui est vraiment à retenir aussi. C'est que 2020 leur a permis de lever de l'argent dans de bonnes conditions pour étendre leur autonomie financière et donc à sécuriser leur développement pour les trimestres à venir. Et ça, on peut que s'en réjouir. Ensuite, ce qu'il va y avoir aussi, Denis, et ça, il faut que tout le monde soit aussi alerté sur la chose, c'est qu'on a eu beaucoup de retard au niveau des développements cliniques en raison du Covid, parce Mhm. que effectivement, on ne pouvait pas recruter en hôpitaux des patients pour des études cliniques autres que le Covid, bien souvent. C'est pour ça, du reste, qu'il y en a eu beaucoup qui se sont lancés là-dedans. Mais tout ça pour dire que en 2021, on devrait avoir tout ce décalage de news flow qu'on a eu en 2020 qui devrait se reporter sur 2021. Donc, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que dans le courant du premier semestre 2021, on devrait avoir énormément, toute une salve de data, de résultats cliniques liés au retard effectué
en 2020 avec lié à la pandémie. D'accord. Donc il y aura beaucoup d'actualités. Ok. En parlant d'actualité, on retrouve tout ça sur un site dont tu t'occupes, non? Alors effectivement, oui, je m'occupe de biotechbourse.fr, qui est Hmm. un site qui revient sur bien les grandes tendances dans le secteur de la biotech en bourse, que ce soit en France ou en Europe principalement. Et il y a aussi des outils qui sont dédiés au suivi de la tendance et des titres qui sont cotés en France et en Europe, euh, et avec des tableaux de bord sur le site que vous pouvez retrouver dans la partie dédiée qui s'appelle Outils, qui est en libre accès, que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez, donc sur biotechbourse.fr, qui est un site voilà, où on va étoffer les équipes encore en 2021. On est très sollicité en ce moment. J'espère que ça continuera par des sociétés ou alors par des agences de communication. Donc voilà, c'est du travail Mhm. qu'on essaye de bien faire, qu'on continuera à essayer de bien faire. Ok. Ben, merci pour tout, Sacha, et puis j'espère qu'on se retrouvera pour une interview plus intime, où on parlera de Sacha Pouget, point barre, c'est tout, quoi. le, le, le Sacha Pouget, enfin, Ouais. moi, je serai ouvert à la proposition quand tu le veux. Merci D'accord. pour tout, Denis. Merci à toi, Sacha. Au revoir. Au revoir.